Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de Ça vous regarde ce soir, les recettes d'Alain Minc pour le monde d'après. L'économiste essayiste qui susurre à l'oreille d'Emmanuel Macron est notre invité fil rouge. Pendant 1 heure, il publie chez Grasset « Mais président ». Avec lui, on parlera de la crise économique, la casse sociale jusqu'où, le nouveau capitalisme vraiment, l'indépendance stratégique, des mots ou du concret avec un dialogue inédit avec un restaurateur qui se bat contre la faillite. Et puis nous évoquerons bien sûr la figure titulaire du général de Gaulle en ce 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Emmanuel Macron était ce matin au Mont-Valérien, cet après-midi à Londres pour des cérémonies exceptionnelles. Pourquoi le général reste le modèle absolu? Pourquoi tous s'en réclament, à droite comme à gauche? Alain Minc, Laurent Geoffrin, le patron de Libération, ce sera l'affiche de la dernière partie de cette émission. Voilà donc pour le programme. C'est parti, #CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. L'image du jour, ce sont donc ces cérémonies d'hommage au général de Gaulle, 80 ans, jour pour jour, après l'appel du 18 juin 1940. Vous le voyez, Emmanuel Macron au Mont-Valérien ce matin, l'union sacrée, le temps d'une journée pour célébrer l'héroïque rébellion du général contre l'envahisseur allemand et contre l'armistice du maréchal Pétain. Bonsoir Alain Minc. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Dans votre livre « Mes présidents » chez Grasset, vous avez un chapitre, le premier, consacré au général de Gaulle. On va en parler, mais vous comprenez qu'on ait encore le frisson 40 ans, 80 ans après? Heureusement qu'on a le frisson. Si on n'avait pas le frisson, ça veut dire qu'on n'aurait aucune conscience de l'histoire et on n'aurait aucune conscience du miracle que fut et l'appel de 40, et la résistance, et la place de la France parmi les vainqueurs, alors qu'elle a démarré cette guerre comme une vaincue absolue. Et pourtant, vous-même, vous n'avez pas été gaulliste, en tout cas pas au départ. Élevé, non, parce que comme mes parents étaient communistes, j'ai été élevé au biberon de l'antigaullisme, et c'est ce que je raconte au début de ce livre. Au fond, j'ai fait une découverte postérieure du gaullisme et je me suis fait le reproche d'avoir mis longtemps à comprendre qu'il y avait là quelque chose d'assez exceptionnel, voire d'un peu magique. Eh ben, on va y revenir, on a du temps pour le faire. Vous connaissez Stéphane Balakowski? Non, mais je vais le connaître. C'est parti, c'est lui qui dresse votre portrait, si j'ai bien compris, tout de suite. Bonjour Myriam. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Qu'avez-vous compris d'Alain Minc? Si j'ai bien compris, Myriam, on a quand même la chance de recevoir aujourd'hui dans ce studio le conseiller le plus réputé du tout Paris économique et politique. Alors vous allez me demander, mais pourquoi tous les gens qui ont de l'influence en France demandent des conseils à Alain Minc? Pourquoi? Je dirais qu'il a au moins, je dis bien au moins 2 qualités qui nous font défaut, Myriam. Alors premièrement, il est très intelligent. Alors vous vexez pas, Myriam, je sais, vous avez fait Sciences Po. Moi-même, j'ai eu mention assez bien au bac, mais Alain Minc, c'est quand même la catégorie au-dessus, puisqu'il est quand même sorti major de sa promotion de l'ENA en 75. Ça veut dire qu'il est aussi intelligent que Laurent Wauquiez, qui lui aussi est sorti major en 2001. Vous voyez le niveau. Oui, c'est impressionnant, j'avoue. La deuxième qualité, c'est quoi alors? Alors, deuxième qualité qui nous fait défaut, c'est qu'il a un carnet d'adresses monstrueux. C'est-à-dire qu'il peut appeler, mais quand il en a envie, n'importe quelle personne en France qui a un minimum d'influence. D'ailleurs que quand je le vois en face de moi, Alain Minc, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours une mauvaise pensée qui me traverse l'esprit. Et si je pouvais lui chourer son portable? Vous pourrez tenter le coup, vous voyez? Vous faites je comprends tout à fait. Vous faites distraction et moi, pendant ce temps-là, je m'approche et hop, je lui pique le téléphone. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Sincèrement, je vous assure. Non, mais, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même fascinant de tenir dans les mains un téléphone avec lequel on pourrait appeler n'importe quel président de la République. Vous voyez, vous allez à N comme Nico, hop, vous pouvez joindre Sarkozy. M comme Manu, hop, vous pouvez appeler Macron. F comme Flamby, hop, vous pouvez appeler Hollande. Et puis alors, c'est exactement pareil pour le monde des affaires. Par exemple, vous avez envie de parler à un milliardaire, ils sont tous dans son portable. Vous pouvez appeler Bolloré, vous pouvez appeler Pinault, Arnaud, même Xavier Niel, celui que vous voulez. Bon, alors vous appellerez qui si vous aviez ce fameux téléphone si précieux, Stéphane? Je sais pas, même pour le boulot par exemple. Si Alain Minc nous prêtait son téléphone, je dis pas le donner, mais vous nous le prêtez, on pourrait envoyer par exemple un SMS à Emmanuel Macron. Bah oui. Comme il penserait que ce serait un SMS de Minc, il nous répondrait, on aurait des infos par exemple.
on mettrait comme message t'en penses quoi de Le Drian à Matignon? Et puis après, on attend. On voit s'il dit tu commences à me saouler avec Le Drian, ou s'il nous dit plutôt t'inquiète pas, il est dans ma shortlist. Et ça serait une info pour nous. Je veux dire, même, on pourrait peut-être même, ça serait pas bien, mais on pourrait en faire un usage personnel. On pourrait chercher le téléphone de Delphine Ernotte, le PDG de France Télévisions, puis on dirait un message salut Delphine, j'ai fait LCP, la présentatrice est 10 fois mieux qu'Anne-Sophie Lapix. Gros bisous, on se revoit quand tu veux. Et voilà, et votre carrière est lancée. Bon, alors ça veut dire qu'en un seul message, Alain Minc voilà, est sûr d'être entendu. Son influence est à ce point. Il peut faire une carrière, comme je disais, mais il peut aussi la défaire. C'est ça le truc. C'est-à-dire que j'ai des conseils moins avisés qu'Alain Minc, mais l'avantage, c'est qu'ils sont gratuits. Donc, vous voyez, vous pouvez en profiter directement. Moi, ce que je vous conseille, pas de questions qui fâchent pendant l'interview. Il ressort énervé du studio, prend son fameux téléphone. Vous mettez la pression. Il appelle Bertrand Delay, le président de LCP, puis hop, ça y est, vous êtes sur la liste de départ. Ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire que le truc d'Alain Minc, il a tellement d'influence, c'est que même... C'est-à-dire qu'on n'ose pas le contrarier, en fait. On n'ose pas le contrarier parce qu'on sait que si il vous a appris en grippe, ben, tout va être plus compliqué dans vos projets. Vous en faites pas un tout petit peu trop, là, non? Franchement. Comment ça, un petit peu trop? Vous exagérez pas? Alors, je me désolidarise totalement de cette remarque, monsieur Minc. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre? Je pose une question. Il a peut-être moins d'influence qu'avant, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais Myriam, si vous le provoquez, il va se passer quoi? Le téléphone, 3 coups de fil, votre carrière est brisée. Donc réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Moi, n'écoutez pas, monsieur Minc. Je sais que vous avez gardé votre influence, et je le rappelle à ceux qui l'auraient oublié, vous êtes celui qui a mis le pied à l'étrier à Emmanuel Macron pour démarrer chez Rothschild. Vous avez interrogé là-dessus, et puis vous aviez dit que vous aviez vu tout de suite toutes ces qualités, extraits célèbres qu'on regarde. Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes. Vous voyez, encore une qualité d'Alain Minc que nous n'avons pas forcément. Il a un flair incontesté pour repérer les talents. Alors donc, mon conseil, Myriam, mon conseil gratuit, on se concentre sur cette émission, on essaie de faire une bonne émission. Si on a du talent, vous inquiétez pas, Alain Minc va s'en rendre compte, il va sortir dans le Tout Paris, il va répéter à tout le monde, ils sont formidables sur LCP, et on pourra demander une augmentation. Je vous voyais venir. Vous êtes bien installé, monsieur Minc? Non, mais vous me dites, vous voulez un verre d'eau, vous voulez quelque chose, vous me dites. Non, mais ce côté média d'un nouveau genre me séduit, évidemment. Finalement, avec ironie, il décrit un homme d'un grand pouvoir. Vous assumez? Non, mais ce qu'il a fait est évidemment excessif, tout à fait gentil. Mais vous savez, moi, j'ai eu des biographies contre moi pour dire exactement l'inverse. Donc, je fais la pondération entre son... Mais c'est quoi votre carburant, Alain Minc? Est-ce que c'est cette influence, justement? Non, les carburants, c'est de conjurer le temps, c'est tout. Il avec modestie, alors qu'il peut organiser des dîners avec réellement tous les patrons de presse, tous les gens qui comptent. Qu'est-ce qui vous fait courir? De ne pas m'ennuyer, voilà. Vous n'avez jamais eu le sentiment que vous pourriez être une sorte de tour de contrôle du milliard des affaires, présenter les gens, faire et défaire, tout ça dans l'ombre? Bon, vous savez, c'est un peu paradoxal parce que j'ai un métier de conseil où je suis la discrétion même, et un métier public où, comme vous le verrez, je suis aussi cash qu'il est possible de l'être. On l'a entendu, c'est une forme de légère sur le métier de banquier. Bon, on va s'adresser... Comment vous aimez le mieux vous définir? Parce que vous avez tellement de casquettes. Je suis un VRP multicarte. Ah bon, très bien. Alors, je vais m'adresser à l'économiste que vous êtes. Pour commencer, parce qu'on va essayer de comprendre un peu ce qui nous arrive. Hein. Les chiffres sont extrêmement violents. Hein. On a déjà détruit 11 points de notre richesse nationale. C'est colossal. Et pourtant... Et je vous fais réagir après, les nouvelles ne sont pas si mauvaises que ça. Bonsoir Raphaël Legendre. J'espère que vous êtes avec nous depuis votre webcam. Est-ce qu'il est avec nous? Le voilà. Bonsoir Raphaël, chroniqueur pour cette émission et journaliste. Qu'est-ce que c'est que ce papier peint derrière, Raphaël? C'est une fausse bibliothèque. Je suis à l'Opinion, figure-toi, cher Stéphane. C'est une des salles de réunion de l'Opinion. Ah d'accord. Alors l'INSEE a dressé hier le premier bilan de l'économie française post-déconfinement. Quels sont les premiers enseignements? Bien écoutez, les premières nouvelles sont plutôt bonnes. En tout cas, c'est moins grave que prévu. L'INSEE a indiqué hier effectivement que la récession au deuxième trimestre ne sera pas
de 20%, mais de moins 17%. Alors le chiffre reste colossal, mais regardez ce graphique, on voit l'évolution mois après mois. Le PIB s'est effondré au mois d'avril, moins 29%, mais ça repart assez vite depuis. Au mois de juin, on est à moins 12%. L'INSEE parle d'une reprise économique très nette. Et effectivement, un mois après le déconfinement, l'économie tourne à peu près à 90%. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Cela veut dire que les entreprises se portent déjà mieux, on peut dire ça? Alors, ça va mieux. Après, la reprise est quand même bien différente selon les secteurs. Je vous donne quelques chiffres. Par exemple, dans la fabrication de matériel de transport, l'activité reste toujours en baisse de 38% par rapport à la normale. Dans l'hébergement, la restauration qui repart à peine, on est toujours à moins 35% d'activité. Et même si la construction est bien repartie, elle est encore à moins 34%. Donc ça reste quand même difficile. Mais vous avez d'autres secteurs comme l'immobilier, l'alimentaire, les boissons, qui sont quasiment revenus à la normale. Donc ça aussi, c'est encore une fois une bonne nouvelle. Et la consommation? Est-ce qu'en face, les Français consomment ou pas? Et oui, la consommation, c'est très important. C'est un pilier majeur de la croissance française. Et cette consommation, eh bien, elle a très nettement rebondi. On est quasiment revenu à la normale. La consommation n'est qu'à moins 7% au mois de juin. Après une chute de moins 30% en avril, on était tous confinés chez nous, on ne pouvait plus consommer. Là, ça est reparti très nettement depuis le déconfinement. Les biens manufacturés, comme les voitures ou l'électroménager, par exemple, sont même en très nette hausse et ça repart très fort. Tant mieux. Il y a encore quelques biens de consommation, les carburants, transports ou la restauration, hein, on en a parlé, qui peinent toujours, qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avance. On en parlera tout à l'heure. Mais nous avons des raisons d'être optimistes. Pourquoi? Parce que durant le confinement, les Français ont épargné 60 milliards d'euros. Rendez-vous compte, c'est colossal. Cet argent, il va falloir maintenant le dépenser, si possible en produits français. Ce sera la clé du rebond au deuxième semestre. À une condition, bien sûr, c'est que les ménages ne craignent pas de se retrouver au chômage d'ici Noël. La consommation est étroitement liée à la confiance des ménages, qui est elle-même étroitement liée au niveau de l'emploi. Et sur ce point, malheureusement, eh bien, l'inconnu reste entier. Merci beaucoup, Raphaël. Alain Minc, est-ce que vous êtes optimiste, comme le montre l'INSEE avec ses premiers chiffres, ou au contraire, les dégâts seront pires, comme le dit d'ailleurs Dominique Strauss-Kahn ce matin dans Les Échos, bien pires qu'en 2008? Je crois que c'est d'une nature tout à fait différente et je suis très content d'entendre ce que votre chroniqueur a dit. Je pense que la situation est très difficile, mais qu'elle est moins dramatique qu'on a pu le craindre. Et une des raisons, au fond, on s'est tous dit la reprise sera chaotique s'il n'y a pas de vaccin, s'il n'y a pas de traitement. Mais on avait oublié qu'il y a une possibilité, une troisième possibilité, c'est que le virus décide, si je puis dire, d'hiberner en été. Et donc, d'une certaine façon, la peur a disparu. Et la disparition de la peur entraîne nécessairement un rebond de l'activité. Je crois qu'il y a une très grande différence en 2008. C'est à la fois moins grave et plus grave. Moins grave pourquoi? En 2008, le système capitaliste aurait pu disparaître. On a été à 1 millimètre de sa disparition. Là, il n'en a jamais été question. Le système capitaliste s'est mis à l'arrêt. En revanche, il est clair qu'en 2008, la récession a été pour la France de moins 2,5% et qu'au mieux, elle sera cette année de moins 8, moins 9. Donc, les conséquences instantanées... Certains économistes parlent de beaucoup plus, jusqu'à moins 20. Non. Globalement, et après ce qu'on a entendu, on tournera autour de... Ça veut dire concrètement, pour les gens qui nous regardent, une reprise en V, en gros, on creuse jusqu'à l'été, et puis à partir de l'automne, ça repart? Là, on ne creuse pas, il vous l'a dit. C'est vrai, on ne creuse pas. Ça dépend des secteurs? Non, mais globalement, c'est mieux que ce qu'on pensait. Alors, il faut espérer une chose, c'est que ce virus accepte d'hiberner aussi pendant l'hiver. Alors, si la peur du virus disparaît, c'est une bonne nouvelle, mais si elle s'est remplacée par la peur du chômage, l'idée que... non, mais c'est pas... bien sûr. Il émettait cette hypothèse, Raphaël, il disait, avec la peur du chômage, peut-être qu'on sera moins incité à consommer, on se dira... Mais ça, c'est exact. Et que l'économie partira aussi. Et que l'épargne restera dans les banques. Oui, mais bien sûr qu'un chômage de masse entraîne de la prudence, pèse sur l'activité.
développer, ça c'est une certitude. Mais c'est pas la même chose qu'un pays qui oscille entre la mise à l'arrêt ou la mise en régime de demi-vitesse. Je veux dire, c'est fondamental d'espérer qu'il n'y aura pas de deuxième vague. C'est vraiment fondamental. On ne peut pas se payer deux fois cette histoire. D'ailleurs, d'une certaine façon, il faudra quand même la réécrire, hein, cette histoire. Comment, à un moment donné, et pourquoi on a pris une décision, et c'est pas la France, hein, c'est le monde occidental, globalement, et une partie même du monde non occidental, d'arrêter le système économique. De la peur, c'est encore la peur qui nous a guidés, oui, vous pensez? Mais c'est la peur, et c'est un choix implicite qui est lié à la manière dont fonctionnent nos sociétés. On a préféré éviter des morts visibles, quitte à faire des morts invisibles. Vous pensez qu'il y aura plus de morts invisibles? Évidemment. Quand vous faites moins 10% sur un pays développé, ça veut dire que le commerce extérieur fait moins 15%. Ça veut dire que les pays pauvres non plus ont leur budget en déséquilibre. Ça veut dire que la pauvreté s'aggrave dans notre pays. Vous parlez de pauvreté, vous parlez de personnes qui vont mourir à cause de la pauvreté dans le monde occidental, quand elle se transmet au monde peu développé, ça fait des morts. Donc le calcul coût-bénéfice pour vous du confinement total est mauvais. C'est pas un calcul coût-bénéfice. Je pense que d'une certaine façon, on a à un moment eu un coup de chaud, si je puis dire, collectivement, pas la France. Alors c'est intéressant de se demander pourquoi on a eu ce coup de chaud. Je crois que parce que la raison principale est qu'on admire les Chinois. Si c'était les Japonais, on n'aurait pas eu de coup de chaud. Nous n'admirons pas les Japonais. On peut parfois les craindre. Et la valeur de la vie. On se dit que les Chinois, les plus intelligents, les plus dominants, les plus impérialistes, s'ils confinent, il faut confiner. Ouais. On a fait comme eux. On peut se demander qui aurait pu arrêter cette marche à l'abîme. Un conseiller peut-être. Est-ce que vous avez donné des conseils, par exemple? Non, mais sérieusement. Je dis sérieusement. Est-ce que vous aviez dit non au confinement? Il y a un homme au monde qui pouvait arrêter cette affaire, qui n'est pas que française. C'était un président des États-Unis respecté. Le problème, c'est que Trump a dit probablement une des choses les plus justes au départ, mais parce que ça venait de Trump, c'était disqualifié, compte tenu de son comportement erratique, fou, inacceptable, insupportable. Il a dit « Faisons attention, le remède peut être pire que le mal ». C'était une phrase très intelligente. Obama, président des États-Unis, aurait dit « Faisons attention, le remède peut être pire que le mal ». On aurait arrêté. Proportionner le confinement. Il ne s'agissait pas de dire on continue comme avant. Mais la question de la valeur de la vie, elle existe dans ce débat aussi. Il y a une question éthique. Ça n'est pas simplement... Non, mais c'est très charmant de dire ça. On peut être quand même fier des vies. Non, mais attendez. Je ne suis pas du tout d'accord parce que quand Emmanuel Macron a dit dimanche on a préféré la vie à l'économie... Oui, c'est vrai, dans la France telle qu'elle est, le monde entier a décidé de faire des centaines de milliers de morts, de pauvreté dans le tiers-monde avec la baisse de son niveau de vie. Donc on n'a pas préféré la vie à l'économie. On a, il faut le savoir, préféré la vie dans les pays riches à la vie et à la mort invisible dans les pays pauvres. Je ne dis pas qu'on pouvait faire autre chose, mais je dis soyons au moins lucides. Arrêtons de nous gargariser. Et je ne parle pas des dégâts indirects de cette affaire. Le confinement, en effet, au Cap Ferré, pour un cadre supérieur qui s'occupe 2 heures de ses enfants et le reste du temps fait 6 conférences sur Zoom, c'est pas exactement la même chose que le confinement dans 30 mètres carrés à 5 avec des gens qui vivent à peine évidemment, mais vous pensez que les Français auraient supporté un scénario à l'italienne, comme on a vu dans les hôpitaux de Lombardie, des hôpitaux saturés, vous pensez les Italiens... Que ce point-là était acceptable par les sociétés? Les Italiens ont géré avec un courage extraordinaire cette affaire. Ce pays que l'on dit indiscipliné a été plus discipliné que les autres pays. Au début, nous ne sommes pas brillants parce que on a dit « Oh, c'est les Italiens, ils ont un mauvais système sanitaire ». On oublie que la région où cette affaire s'est produite est la région la plus riche d'Europe. La région Turin-Milan est plus riche que la plus riche des régions allemandes. Donc c'est un pays hyper développé. Et ils ont réagi à une violence, de manière extrêmement raisonnable et professionnelle. Et je pense que leur système sanitaire dans le nord de l'Italie n'était pas forcément moins bon que le nôtre. Bon, mais il faut bien se mesurer.
qu'une partie du confinement et la manière dont on a géré le déconfinement était liée uniquement aux lits de réanimation que nous avions, beaucoup moins nombreux, par exemple, que les lits allemands. Aujourd'hui, les pays riches n'accepteraient plus le confinement total. Non, c'est fini. C'est fini. Alors, je voudrais qu'on passe ça c'est le diagnostic. Je voudrais qu'on passe aux solutions, les recettes d'Alain Minc pour éviter justement l'effondrement de l'économie. J'imagine que vous soutenez les mesures prises de court terme. C'est ce qu'il fallait faire. Donner, soutenir toutes les entreprises, tous les salariés, sans condition, sans contrepartie. Non, mais d'abord, je crois qu'il faut avoir en tête, c'est pour ça que je n'étais jamais à l'aise avec la comparaison qui a été trop souvent faite avec la crise de 1929. Si en 1930, les gouvernements et les banques centrales avaient fait ce que les gouvernements et les banques centrales d'aujourd'hui ont fait, on aurait probablement évité l'engrenage fatal qui a conduit à Hitler. Donc, dans des périodes aussi populistes, aussi démagogiques, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gouvernements de tous les grands pays, les banques centrales de toutes les grandes zones monétaires ont fait le boulot. Et ont fait parfaitement le boulot. Et de ce point de vue, le système a tenu parce qu'ils ont en effet injecté de l'argent, parce que la Banque centrale européenne a passé outre à toutes ces règles pour faire ce qu'il fallait à ce moment-là. La planche à billets. Non, mais la planche à billets, mais très bien. Mais très bien. Mais c'était je ne dis pas le contraire. La seule réponse intelligente qu'on pouvait faire. Alors après, il y a la suite. Alors c'est justement. Pas fini. Alors d'abord, il va falloir faire des aides parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises endommagées. Ce sont comme des bateaux dont la quille a été atteinte. Donc il va falloir faire des fonds propres. Dans quelle proportion, on ne le sait pas encore. Ça veut dire accepter de ne pas être remboursé quand on prête de l'argent, quand il s'agit de l'État. Le cas échéant, de ne pas être annuler remboursé, les prêts. Le cas échéant. Alors ça vaut au niveau microéconomique, et il y a un énorme enjeu macroéconomique qui est de savoir comment, ce que je vais aborder est très compliqué, mais c'est très fondamental. Comment nous allons traiter la dette que les États ont fabriquée pour répondre au Covid. Je suis de ceux qui pensent que, en réalité, la dette Covid, elle a été achetée par la Banque centrale. Eh bien, cette dette-là, uniquement cette dette-là, il faut la transformer comme mieux contre une dette à très très long terme, à 1,5% sur 50 ans. Alors je sais que c'est contraire. Ça veut dire qu'il faudra la rembourser quand même si on l'étale dans le temps. La question, je voulais la poser plus tard, mais maintenant qu'on y est, vous avez vu le papier de Dominique Strauss-Kahn dans Les Échos ce matin? Lui dit qu'il ne faut pas forcément rembourser toute la dette, mais simplement les intérêts de la dette via un système de rente. Mais on pense exactement la même chose. Moi, j'ai écrit dans le même journal que la logique aurait voulu même d'annuler cette partie-là de la dette. Sauf que les traités l'interdisent et que nos amis allemands ont déjà accepté beaucoup de choses contraires à leur discipline et à leur doctrine, et qu'il y a un moment où il ne faut pas que d'annulation de la dette, pour vous, on a l'impression que vous êtes comme Mélenchon qui réclamait longtemps l'annulation de la dette. On nous aurait dit ça il y a encore quelques années. Non, mais je sais, on dit que je pense comme Mélenchon. D'abord, Jean-Luc Mélenchon est un homme intelligent et informé. La seule chose, c'est que lui veut annuler toutes les dettes. Moi, je dis simplement, on n'annule pas la dette privée. Celle de la Banque centrale européenne. On annule la part de dette des États qui a été créée maintenant et qui est dans les coffres de la Banque centrale. C'est clair. Surtout, on paye la dette privée. Parce que si on ne paye pas la dette privée, on fout le système en l'air. C'est la petite différence entre Jean-Luc Mélenchon et moi. Le système en l'air. Allez, je voudrais vous interroger sur le monde d'après, parce qu'il y a les solutions d'urgence, mais déjà beaucoup d'économistes parlent d'un changement complet de modèle économique. Emmanuel Macron a promis d'ailleurs des décisions de rupture sans précision pour l'heure. Peut-être vous en savez un peu plus. On est allé interroger Jacques Attali et Thomas Porcher, qui, à leur manière, défendent deux modèles que tout oppose. Regardez. Notre modèle économique est-il à repenser? Alain Minc n'est pas le seul à donner ses recettes. Tous les économistes théorisent l'après-Covid. Jacques Attali et Thomas Porcher nous ont livré leurs recettes pour s'en sortir. On injecte de l'argent aujourd'hui pour soutenir une économie qui est finalement défaillante, mais on ne fait pas les réformes de fond pour changer le modèle économique. Or, si on ne change pas le modèle économique, on sera confronté à d'autres crises. Thomas Porcher s'était penché sur la transformation de notre modèle avant la crise, dans les délaissés. Moi, je basais une nouvelle économie sur deux critères. L'État stratège, qui pourrait organiser notamment la transition énergétique et la relocalisation d'une grosse partie de nos industries. C'était écrit noir sur blanc dans mon livre. Puis l'État social. L'État social, je proposais
que l'on mette grosso modo 40 milliards par an, dans le service public, la petite enfance, les hôpitaux en premier lieu bien sûr, l'éducation, etc., et une partie sur l'investissement, notamment dans la rénovation des bâtiments, les énergies renouvelables, et une partie de la relocalisation de nos industries. Pendant le confinement, Jacques Attali a appelé à un nouveau modèle économique, l'économie de la vie. Il faut réorienter progressivement notre économie vers des secteurs prioritaires que j'appelle l'économie de la vie. C'est un ensemble de secteurs qui sont ceux qu'on a vus d'une façon criante comme nécessaires et sous-développés, vers lesquels il faut se concentrer au détriment d'autres secteurs. Ces secteurs sont des secteurs d'évidence: la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, la recherche, la culture, l'information, la sécurité, la démocratie, les énergies propres, les déchets, le digital, la distribution, l'assurance, le crédit, le commerce au sens large et quelques autres secteurs. Pour ces deux économistes, la transformation est nécessaire et ils appellent rapidement au changement. Une économie sous morphine, c'est une fois sous morphine, ça va, 2 fois sous morphine, on est mort. L'économie sous morphine, c'est possible un temps, mais on en paye le prix. Là, il va falloir vraiment réfléchir à un autre modèle et il ne va pas falloir juste, on va dire, colmater un petit peu les brèches à droite et à gauche et penser que tout peut continuer comme avant. Je pense que là, il y a une partie de la population qui subira encore le système et qui pourra cette fois-ci ne pas l'accepter. Si j'étais seulement observateur et si je ne pensais pas pouvoir aider par ce que je dis ou ce que je fais à changer les choses, je serais pessimiste. Parce que la tendance naturelle des hommes, c'est de dire « on vient de vivre un cauchemar, réveillons-nous, faisons comme avant, c'était mieux avant ». Non, on oublie que c'est le avant qui a provoqué ça. Vous allez nous dire vers quel modèle votre cœur balance, Alain Minc. Je vous salue et je vous accueille, Stéphane Manigold. Bonsoir, vous êtes restaurateur à Paris, vous avez plusieurs établissements. Vous allez échanger avec Alain Minc dans un instant, puisque vous avez les deux mains dans le cambouis. Mais pour rebondir d'abord sur ce sujet, Jacques Attali qui nous dit surtout ne pas répéter au fond ce monde d'avant, ce modèle économique d'avant. Je ne suis d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, malgré ma grande estime et amitié pour Jacques Attali. Il ne faut pas penser qu'on va réécrire l'histoire, que le modèle va être extrêmement différent. Et je vais vous en donner un exemple. Tout le monde dit le monde ne sera plus mondialisé comme il l'est. En fait, regardez, il y a 3 mondialisations. Il y a d'abord la mondialisation numérique. Celle-là, elle s'est accrue. Et on l'a bien senti, qu'est-ce que nous serions devenus sans le numérique? Il y a la mondialisation financière. Celle-là, elle demeure telle qu'elle a été, et personne ne met en cause la libre circulation des mouvements de capitaux, même Jean-Luc Mélenchon. Puis il y a la mondialisation des biens et services. Alors elle sera écornée à la marge. Oui, en effet, on fera en sorte que 80% de notre paracétamol ne viennent plus de Chine 100%, et d'Inde. 100%, a dit le président de la République. Ça va être fait. Mais ce n'est pas un changement de nature. Donc on ne sort pas de la mondialisation, on ne va pas démondialiser, comme dirait Arnaud Montebourg. Mais le nouveau capitalisme, ce n'est pas mon expression, c'est celle de Bruno Le Maire, qui en parle régulièrement, y compris dans des cénacles internationaux. Vous y croyez ou pas ? Mais le capitalisme a commencé à muter bien avant cet accident. C'est la grande différence avec 2008 que j'ai essayé de souligner tout à l'heure. En 2008, le modèle capitaliste était en cause et il a failli mourir. Là, c'est un accident gravissime, mais c'est un accident qui ne change pas, qui ne vient pas du modèle. On peut pas dire que le virus est un produit du capitalisme. Le virus, il a traversé les millénaires. Et le nouveau bouquin de Jacques Attali a au départ... L'économie de la vie. L'économie de la vie a une recension historique de ce que sont les pandémies. Je veux dire... La seule chose que ça nous montre, c'est qu'en 2020, on est aussi exposé à certains égards qu'on l'était à la fin du Moyen-Âge. Donc, ça n'a rien à voir avec le modèle économique. Ce sont des faits d'environnement et des catastrophes, on en vivra d'autres. La vraie réflexion, c'est comment nous fabriquons notre résistance. Je n'aime pas le mot résilience, qui paraît-il le nouveau mot chic. Que nous fabriquons notre résistance aux crises qui viennent. Et en fait, on combat toujours en refaisant la crise d'avant. Je vous donne un exemple. Après la crise financière, on a bâti un système bancaire très solide. Ce système bancaire très solide nous a aidés à traverser la crise actuelle.
On va bâtir un système de santé très solide. La prochaine crise, elle sera différente. Mais d'avoir un système de santé très solide, ça nous sera utile. C'est ça, en réalité, Qui a dit certains biens et services doivent être placés en dehors de la loi du marché, délégués notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie est pure folie. Non, mais vous voulez me piéger. Oui, c'est le président de la République, mais il a fait un peu d'emphase. C'était de l'emphase? Non, ça mais ne correspond à rien? Je vous pose la question. Non, qu'est-ce que ça veut dire? On va en effet faire un effort collectif à travers l'impôt pour le système de santé. L'alimentation, le secteur privé a formidablement marché. Enfin, vous l'avez mesuré. La performance que représente, on parle que des soignants. Oui, les soignants ont été très courageux. Mais vous croyez que les caissières de Carrefour ou de Casino, qui étaient derrière leur plexiglas, qui sont payées au SMIC, qui nous ont permis de nous alimenter, elles étaient aussi courageuses que les infirmières à certains égards. Donc, à cet égard, le système tel qu'il fonctionne d'économie de marché a répondu, comme le système public. La vraie leçon de cette affaire, c'est qu'il y a eu deux France. Il y a eu une France incroyablement efficace. Elle pouvait être privée, comme les chaînes de distribution, elle pouvait être publique, comme les services de réanimation. Et il y a eu la mauvaise France, c'est-à-dire la France qui a poussé l'art de la réglementation jusqu'aux confins de l'absurde, comme on ne l'avait jamais vu. C'est-à-dire la mauvaise France, l'administration, la bureaucratie. Les 50 pages envoyées au directeur d'école. Protocole sanitaire. Et ça, c'est la tension réelle entre les deux France. Notre question, c'est comment déplacer un peu le fléau de la balance. C'est la bonne ou la mauvaise France qui porte plainte contre le gouvernement aujourd'hui? C'est inacceptable. On entre dans une logique, si vous voulez, on ne peut pas... 80 plaintes aujourd'hui. Oui, mais c'est tellement facile de déposer plainte. Je veux dire, vous déposez plainte, vous avez le droit. Mais dans ce cas-là, on veut créer quoi? L'inhibition des dirigeants? Je veux dire, la responsabilité politique, sauf faute grave pénale avérée, la responsabilité politique, elle est politique. La France est un des rares pays à connaître ce dérapage-là, qui participe de l'atmosphère populiste ambiante et qui n'est pas le meilleur côté de la société française. Voilà, on va s'intéresser quand même aux entreprises qui souffrent, et particulièrement le secteur de la restauration. Racontez-nous un petit peu où en est le combat. Vous avez rouvert depuis lundi dernier. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous disent vos collègues autour de vous? Alors, on n'a pas pu tout ouvrir lundi puisque nous faisons une cuisine a priori de qualité avec nos artisans terre-mer et on a ouvert nos premiers établissements mercredi, le temps de remettre en place nos jus que nous faisons nous-mêmes, de réceptionner de la marchandise, de la volaille, du poisson frais. Le lundi, il n'y a pas de poisson. Donc nous, on a réouvert mercredi et on est enthousiaste, on est heureux. Et les équipes, moi j'étais ravi de les retrouver. Donc c'était vraiment pour moi une nouvelle étape, puisque la première était lourde, mais cette nouvelle étape, on l'attendait. Donc ouais, alors Stéphane Manigold, je rappelle quand même, parce que vous êtes restaurateur, mais vous avez gagné un combat contre une compagnie d'assurance. Laquelle, pour la nommer très précisément, on peut le dire? C'était AXA, mais voilà. C'était actionner un principe lorsqu'il y a un contrat. Parce que les assureurs ne jouaient pas le jeu, vous avez gagné ça en première instance. Est-ce que vous avez fait des émules? Oui. D'autres vont porter... Dans le monde entier, la décision elle a été commentée, publiée, de Chine au Canada, en Irlande, en Allemagne, partout, parce que partout dans le monde entier, des commerces sont fermés. Il y a eu confinement de la population et on s'est penché sur nos contrats. Alors j'ai entendu l'appel de Thomas Böbler, le président d'AXA, qui a, suite à la décision de justice, fait le choix d'ouvrir le dialogue. Et enfin, nous avons un sérieux dialogue qui s'est installé. Et je ne peux que le saluer. Si les assureurs avaient joué le jeu dès le départ, vous pensez que vous auriez eu moins besoin de l'aide de l'État? Le risque, il est puissant, il est unique, certainement. Mais est-ce que réellement on aurait pu tout
tout prendre en charge, ou en tout cas l'État l'a fait, et c'est l'État qui en dernier ressort, c'est la Constitution française qui le prévoit. Donc oui, les assureurs doivent prendre en charge, et l'État n'a pas effectivement à se substituer au contrat de droit privé, et ça c'est une certitude. Alain Minc, est-ce que l'État doit aider encore plus ce secteur particulièrement touché? Philippe Etchebest, le chef étoilé, estime à 30% le nombre de restaurants qui feront faillite dans le pays. Bon, le chiffre, on n'en sait rien. Il est évident que ce qui a été fait, c'est de maintenir en vie à travers des prêts le secteur. Mais il y a un moment où les prêts ne suffisent pas. Il y a un problème qui se posera de fonds propres. Je suis absolument convaincu qu'un deuxième effort sera fait quand on aura en tête les perspectives. Et je pense, et M. Manigold est un de ceux qui, par sa position publique, a contribué, que la France vient de faire une petite découverte qui n'est pas sans importance. Elle a découvert que le secteur du tourisme en France, pris au sens large, représente autant de notre produit intérieur que l'industrie. Vous tournez autour de 10%, entre 8 à 10%. L'industrie, c'est 10%. Et donc, je pense que ce qui vient de se passer est un mal pour un bien. La France profitait du tourisme sans s'en rendre compte. Je pense que désormais, elle aura une politique de tourisme différente et que ça sera un des acquis positifs. Dans toute crise, il y a des acquis négatifs et des acquis positifs. Stéphane Manigold. De quoi vous avez souffert le plus, finalement? Est-ce que c'était les loyers exorbitants? Est-ce que c'est la peur de devoir rembourser un prêt avec de l'argent qu'on sait qu'on n'aura pas? Est-ce que c'est ces assurances? C'est un global, en fait. On nous a demandé de fermer en 3 heures. Et moi, j'ai démarré ma vie de jeune chef d'entreprise au mois de mars 2020. Donc, j'ai quitté mon entreprise le 16 mars. J'étais confortablement installé dans une grande entreprise automobile. Vous avez été allègrement dépucelé. Hein. C'est clair. Là, c'était... Voilà, j'ai fait mon stage ouvrier tout de suite. Sur les aides, précisément, qu'est-ce que vous attendez? Je vous ai écouté attentivement tout à l'heure. Il y a des aides qui ont été mises en place, des reports de crédit, un prêt garanti par l'État. Cette crise, elle aura duré 3 mois par son confinement. 3 mois, c'est pour nous 10 ans de remboursement sur ces 3 mois de perte d'activité. Aucune entreprise ne peut supporter le choc. Et vous rajoutez à cela, au-delà des 3 mois, à l'ouverture, une distanciation physique qui fait aussi une réduction de chiffre d'affaires. Pour être un peu plus précis, globalement, les entreprises les mieux gérées dans notre secteur de la restauration, c'est 10% de marge en fin d'année. 10%. La plupart, elles se situent entre 1 et 3%. Donc vous voyez bien que là, nos marges, elles sont fondamentalement... Donc clairement, vous réclamez l'annulation du remboursement des prêts garantis par l'État, des suppressions de charges. Vous pourriez en parler au président de la République? Vous pensez qu'il... Vous êtes bien curieuse de mes relations avec le président de la République. Non, mais vous posez je ne suis pas la seule. Vous posez un vrai problème, évidemment, et il faudra agir. Alors, est-ce que ça sera sous cette forme-là ou sous une autre? Mais il faut que l'État continue. Il faudra vous aider à faire des fonds propres, mais ça se fera pourquoi? Pour la raison que j'ai dite, c'est-à-dire, on a découvert ce qui est ahurissant. Dans le premier pays touristique du monde, on a découvert que c'était un secteur d'activité majeur. On est capable de créer de l'emploi. Mais bien sûr. J'ai participé et écouté les débats, notamment sur la TVA à 5,5, lorsque François Fillon avait baissé, par exemple, de 19,6 à 5,5 sur la restauration. Moi, je suis favorable à une baisse de TVA à 5,5 conditionnée par le sourcing, donc nos achats de matières premières auprès de nos artisans terre-mer français. C'est 90 milliards d'acheter local des producteurs. Chiffre d'affaires, c'est 90 milliards. C'est une piste intéressante. Je voudrais vous faire réagir sur un effet pervers de cette crise du Covid. Même s'il est limité, il y a des effets d'aubaine, il faut le dire. On va voir s'ils sont importants ou pas, vous nous direz. Mais il y a des effets d'aubaine liés à toutes ces aides reçues par les entreprises. Rabika a mené l'enquête. Le 12 mars dernier, Emmanuel Macron ouvrait les vannes du chômage partiel. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi.
3 mois plus tard, l'heure est à la chasse aux fraudeurs. Ce qu'on a mis en place avec mon ministère, c'est un système de contrôle assez intensif. Il y aura plus de 50 000 contrôles d'ici la fin de l'été. Par ce dispositif inédit, l'État paye 84% du salaire net des employés du secteur privé lorsqu'il n'y a plus d'activité dans l'entreprise. Coût du dispositif, 25 millions d'euros. 8,6 millions de salariés en ont bénéficié. Certaines entreprises en ont abusé. C'est le cas de la maison d'édition où Léa est chef de projet depuis 6 ans. Notre employeur nous a annoncé qu'on allait donc partir en confinement et qu'il allait assurer notre salaire, notre niveau de salaire habituel, qu'il allait essayer de nous le garantir dans la mesure du possible. Il ne vous dit pas comment, c'est-à-dire qu'il ne vous dit pas qu'il va recourir Non. au chômage partiel ? Il n'y a aucun cadre n'a été posé, aucune directive, il ne nous a rien dit du tout. On est juste parti chez nous, voilà, c'est tout. Et ça n'est que 2 jours plus tard qu'on a reçu en fait un message de sa part nous indiquant qu'on était en télétravail et non pas en chômage partiel et qu'il fallait qu'on travaille pour terminer un numéro de revue qui devait paraître. Et pourtant, à la fin du mois, surprise, elle découvre sur sa fiche de paye que son entreprise l'a déclaré en chômage partiel. Abuser de l'État alors que la situation était quand même cataclysmique et j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, quoi. Et cet abus-là m'a conforté dans l'idée qu'il fallait vraiment que je parte. Les patrons soupçonnés d'avoir abusé du système sont soumis aux enquêtes des inspecteurs de la direction régionale des entreprises. Bonjour Philippe. 1800 employés sont à pied d'œuvre dans toute la France et passent au peigne fin les déclarations de chômage partiel. Donc là, on a demandé à l'entreprise de justifier le motif dans l'application dédiée. On a plusieurs types de fraudes. On a des salariés qui ont été mis en chômage partiel mais à qui leur employeur a demandé de continuer à travailler. C'est ce dont on parle le plus. On a aussi des employeurs qui nous ont fait des faux, c'est-à-dire qui nous ont déclaré des salariés qui n'existent pas, ou qui ont gonflé les salaires à l'occasion du chômage partiel, puisqu'ils étaient pris en charge, c'était une bonne opération. Et puis on a aussi des employeurs qui ont employé des salariés pour les mettre immédiatement au chômage partiel, ce qui évidemment n'a aucune justification. On est à peu près sur 20% de dossiers sur lesquels on a un petit doute. Sur ces 20% de dossiers, on en a un certain nombre sur lesquels, quand on regarde, en fait, il n'y a pas de problème. Et une très très grosse majorité qui se résout en droit à l'erreur, c'est-à-dire une erreur de saisie où l'entreprise nous dit oui, effectivement, j'ai bien vu que j'ai touché trop d'argent, je vous rembourse, il n'y a pas de problème, on s'arrête là. Ce n'est pas de la fraude caractérisée. Les fraudeurs risquent jusqu'à 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison ferme. Il faut être implacable avec les fraudeurs, Alain Minc ? Oui, parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'un certain nombre de brebis galeuses peuvent effacer l'effort quand même incroyable que les chefs d'entreprise ont fait. C'est marginal, à votre avis? Chez nous, c'est inexistant et évidemment, c'est pas inévitable. Normal. Mais ça doit être à la marge, vraiment. Merci Stéphane Manigold. Je vous garde avec moi, Alain Minc. Merci d'avoir témoigné de votre combat. On va parler à présent de celui qui, de tous nos présidents de la République, porte sans doute le mieux le titre de père de la nation. J'ai nommé le général de Gaulle. Celui que vous voyez, c'est évidemment Emmanuel Macron, qui était au Mont-Valérien ce matin, puis à Londres, aux côtés du prince Charles. Vous le voyez, 80 ans, jour pour jour, après l'appel du 18 juin 1940, un appel lancé à la BBC, qui, vous le savez sûrement, n'a pas été enregistré sur le... Bonsoir Laurent Geoffrin, c'est donc vous qui signez ce documentaire qui a été... Avec Laurent Porte. Avec Laurent Porte, qui sera diffusé ce soir, un peu tard. Il l'a été en prime time hier soir, mais ce sera minuit et demi ce soir, ainsi qu'évidemment sur le site de la chaîne parlementaire. Alors comme ça, vous aussi, vous avez cédé à la De Gaulle mania. Vous, l'homme de gauche ? C'est le De Gaulle de la guerre, c'est le De Gaulle consensuel. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. À l'époque, pratiquement personne n'était d'accord avec lui, mais maintenant, tout le monde. Vous avez appris des choses en retrouvant les jours d'avant cet appel, en retraçant les coulisses qui ont amené De Gaulle à faire cet appel à la BBC ? On s'est concentré sur le 16 juin, parce que la décision a été prise le 16 juin, quand il a vu que le maréchal Pétain prenait le pouvoir et qu'il allait... faire le discours de l'armistice, là, il est parti. Et c'est ça, la rupture a lieu ce jour-là. Pas le 18 juin, c'est la suite de la décision. Mais la décision a eu lieu à Bordeaux ce jour-là. Même non enregistré, De Gaulle, voilà, parce qu'il y avait un autre discours, celui de Churchill en même temps, il voulait passer ce message, il voulait prendre date contre la France de Pétain, contre l'envahisseur allemand. Oui, alors la France était complètement effondrée et la plupart des gens pensaient qu'il fallait
fallait composer avec l'ennemi. Et donc il était un des seuls à dire non, il n'était pas seul. Enfin, il était vraiment le plus déterminé. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il était prêt. C'est ça qui dans sa biographie, qui est fascinant, c'est qu'il était prêt. Seul mais prêt. Prêt, c'est-à-dire qu'il savait pourquoi, comment, et quel discours tenir, quels arguments utiliser. Et puis il avait cette facilité littéraire. C'était le magicien des mots. Et ça s'est un peu perdu en politique, malheureusement. Mais lui était c'est un de ses biographes qui s'appelle Stanley Hoffman, qui l'appelle l'artiste de la politique. L'artiste de la politique. L'artiste de la politique. Je ne sais pas si on a encore des artistes de la politique et un talent d'écrivain de ce calibre. Alain Minc, vous racontez, c'est le premier chapitre. Hein. Vous avez conseillé beaucoup de présidents, mais pas celui-là forcément. Alors là, je serais de l'âge de ça aurait été compliqué. Hein. Vous êtes au fond devenu quelque part admirateur du général de Gaulle. Je n'ose dire gaulliste, mais en tout cas, vous ne venez pas de cette école de pensée-là, non, je suis cet pas ancrage politique. Non, je suis né dans une famille qui était très loin de ça, puisque mes parents étaient communistes, et je me souviens de les avoir entendus le soir du référendum de septembre 58, se dire, je ne savais pas ce que ça voulait vraiment dire, j'avais 9 ans, se dire, ah là là, il faut s'habituer à vivre désormais sous une dictature. Une connerie majeure. Alors, après, je me suis relativement émancipé en devenant mendéciste. Mais j'aurais dû être gaulliste, je veux dire. Le mendécisme, c'était la version tiède de ce qu'aurait été le gaullisme. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que Laurent a dit. Le hasard de la vie fait que je suis très lié depuis très très longtemps à la famille de Geoffroy de Courcelles. Ah, oui. Et c'est quelque chose de très, très étonnant, parce que cet homme était le deuxième homme dans l'avion. C'était l'aide de camp du général qui l'accompagne. Et en remettant à son fils la Légion d'honneur, j'ai dit, ça doit être bien difficile d'être le fils du deuxième homme du 17 juin dans l'avion. C'est surréaliste, c'est un épisode inimaginable. Il n'y a que lui dont tout le monde se réclame aujourd'hui. Mais c'est un peu ridicule. Pourquoi ? Pour le 18 juin, on peut le comprendre, il a sauvé l'honneur. C'est les Américains et les Russes qui ont gagné la guerre, mais il a sauvé l'honneur. Il a rendu sa place à la France à la table des vainqueurs. C'est ça la performance, alors qu'il n'avait rien, très peu de choses. Mais par la suite, toutes les forces politiques qui lui rendent hommage aujourd'hui l'ont combattu de son vivant. C'est pas les mêmes personnes, évidemment, mais c'est les mêmes partis. Le Parti communiste était très hostile au général de Gaulle, le Parti socialiste aussi. Pas au début tout à fait de la 5e, mais après, oui. Surtout quand il a été dirigé par François Mitterrand. Et les centristes se méfiaient de Gaulle parce qu'ils étaient européens, et De Gaulle l'était moins. Il y avait que le RPF, RPR, UDR, etc. Enfin, la série des partis gaullistes qui le soutenaient. Tous les autres étaient contre lui. Le plus ridicule, c'est le Front National. Alors justement, vous avez fait un édito acide hier sur le sujet. L'escroquerie de Marine Le Pen. On va la regarder, cette image de Marine Le Pen qui finalement s'est rendue, non pas le 18, mais le 17 sur l'île de Sein. La voilà. Elle était évidemment malvenue sur cette île. Du coup, elle a changé son calendrier. Elle avait le droit d'y aller, c'est vrai, mais elle a essuyé quelques sifflets. Quand vous voyez cette image-là, une Le Pen qui va dans cet endroit-là, ce haut lieu symbolique de la résistance, qu'est-ce que vous pensez ? Mais je ne peux pas lui imputer les opinions ou les fautes de son père. On n'est pas responsable de ses parents. Mais pourquoi vous parlez d'escroquerie alors ? Parce que par rapport à l'histoire du parti. Le Rassemblement national, c'est quand même le bébé du Front national, c'est la même chose. Les idées sont à peu près les mêmes. Le père, lui, était un ennemi juré du général. Il était pétainiste rétrospectivement, et surtout, il était pour conserver l'Algérie. Il était colonialiste. Le général de Gaulle, comme dans le langage de Jean-Marie Le Pen, a largué, abandonné l'Algérie. Non, ce qui me gêne le plus, c'est que le discours du Rassemblement national, c'est un discours de crainte. La France est en déclin et il faut se barricader. Il faut se protéger. Le général de Gaulle n'a jamais dit une chose pareille. Il n'aurait même pas eu l'idée. Pour lui, la France, c'est la grandeur. Donc c'est la projection. L'ouverture sur le monde. C'est l'ouverture sur le monde. Et le général de Gaulle n'aurait jamais eu l'idée, par exemple, de remettre en cause le droit du sol. C'est une idée qui lui paraissait absurde. C'est le rassembleur aussi qu'on vient chercher quand on essaye comme ça de s'imprégner du général, de se placer dans ses pas. Je crois que le vrai reproche à faire à Marine Le Pen, elle n'est pas responsable, en effet, de son père, et elle peut, sur maints sujets d'ailleurs, s'en éloigner. Je pense qu'elle l'a fait sur l'antisémitisme ou autre. Mais dans ce cas-là,
qu'elle extrait et qu'elle élimine de son parti, de son idéologie, tout ce qui est l'héritage quand même de la longue ligne de l'extrême droite française. Je veux dire, c'est quand même cette extrême droite-là qui a soutenu en réalité l'OAS. C'est cette extrême. Vous trouvez que le travail de dédiabolisation n'a pas fait assez de ménage? Je pense qu'elle essaye de le faire à la surface des choses, parce que si elle se met à extraire les racines profondes de son parti, je ne sais pas ce qui reste de ce parti. Vous faites partie de ceux qui pensaient qu'elle peut conquérir le pouvoir? Tout est malheureusement possible, mais d'une certaine façon, je crois que le populisme peut conquérir le pouvoir, mais que Marine Le Pen porte en elle-même une capacité d'antidote de la part de la population. Mais il existe un petit risque. Ça sera une élection. Je veux dire, il y a un mot qui est très simple. Elle passe de 20% en 2017 à 34%. Son père passe de, je ne sais plus combien, de 18 à 20. Oui. Donc, ils viennent de quelque part, les 14%. Oui. Elle monte à 45 dans les derniers sondages en intention de vote si l'élection avait lieu demain. Je vais vous montrer cette De Gaulle mania à l'Assemblée. Personne n'est épargné, si j'ose dire. C'est Thomas Després qui va nous raconter ça. Oui, exactement, Myriam. En cette journée anniversaire, nous, on a voulu savoir s'il existait des députés qui ne se revendiquaient pas du général de Gaulle. Eh bien, figurez-vous que c'est pas facile à trouver. C'est ma journée à l'Assemblée. Alors vous avez peut-être vu ces images de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, députée du Pas-de-Calais, hier soir, rendant hommage au général de Gaulle. Aujourd'hui, tout le monde ou presque se dit gaulliste. Mais nous, on a voulu savoir si ici, à l'Assemblée nationale, il y avait des députés non gaullistes. On les a cherchés et c'est pas facile à trouver. Est-ce que vous êtes gaulliste? Oui, gaulliste de gauche. Ah oui, je suis gaulliste, oui. Profondément gaulliste. Je ne peux que être gaulliste. Je pense que nous sommes très nombreux à être gaullistes. Est-ce que vous, André Chassaigne, vous êtes gaulliste? Je ne suis pas gaulliste, mais j'ai du respect. Vous ne vous revendiquez pas du général de Gaulle? Je ne suis pas gaulliste, je suis socialiste. C'est pas difficile d'être tout seul, pas gaulliste finalement, dans une assemblée où tout le monde se dit gaulliste? Non, j'ai l'habitude d'être tout seul pour défendre un certain nombre de dispositions et de propositions politiques avec mon groupe dans l'hémicycle. Donc non, on finit par s'y habituer. Ce que j'espère en tout cas, c'est ne plus l'être et qu'on soit bien plus nombreux la fois suivante, pourquoi pas majoritaire. Là, ça changerait les choses. Bon, alors avant que les députés non gaullistes ne deviennent majoritaires à l'Assemblée, nous on a demandé pourquoi les députés empruntent tous l'image du général de Gaulle. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tout le monde se revendique du général de Gaulle? Ça ne vous a pas échappé. Les idéologies ont un peu disparu des débats. On ne parle plus sur le fond, aujourd'hui on parle sur la forme. C'est difficile de trouver des points de repère. Et donc le général de Gaulle n'est plus là. Donc c'est assez simple pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup d'idées d'aller chercher loin ces points de repère. Je pense que le général de Gaulle était clairement ancré dans des valeurs de droite. Par essence et par nature, nous sommes les seuls gaullistes du paysage politique français, bien sûr. Je pense que le gaullisme n'appartient plus à personne en propre, ni à aucun parti. Alors vu que le général de Gaulle appartient à tout le monde, on leur a tous demandé quelles étaient ses plus grandes qualités et ses éventuels défauts. S'il avait une qualité, ce serait laquelle? L'amour de la France. L'amour de la France. La sobriété. La résistance, moi, voilà, c'est la première qui me vient à l'esprit, évidemment. Beaucoup de qualités, mais une en particulier, la participation. Et un défaut? De ne pas en avoir. L'orgueil. Je crois qu'il était facilement irascible. Là, j'ai du mal à dire quel défaut on peut trouver au général de Gaulle. Un défaut, je n'ai pas connu, général de Gaulle. Il était trop grand, il paraît. L'amour de la France également. Merci beaucoup Pierre Dumont. Voilà Myriam, quoi qu'il en soit, cette année c'est l'année de Gaulle, donc on aura forcément l'occasion d'en reparler dans ma journée à l'Assemblée. Alors Alain Minc, ça vous fait sourire finalement? Est-ce que c'est pas devenu une marque, général de Gaulle, quand on devient... Il y a Jeanne d'Arc, Napoléon gaulliste et de Gaulle maintenant, ça relève de cela plus que de l'univers politique. Et Alain Minc, être gaulliste, être gaullien, la différence? On peut être gaullien sans être gaulliste? Être gaulliste, c'est une adhésion politique, même électorale, à l'action du général de Gaulle. Être gaullien, c'est se référer à une attitude. Une forme de charisme? Le plus gaullien de la liste, là? À part de Gaulle? Oui. Emmanuel Macron à certains égards, François Mitterrand. François Mitterrand, vous diriez la même chose? Oui, le plus gaullien de nos présidents de la cinquième. C'est la vérité, mais Pompidou, c'était un peu sans chopant de ça après Don Quichotte, donc c'est tout un opposé. Non, Mitterrand, oui, parce qu'il avait ce côté littéraire, un peu hiératique,
Et alors, contrairement à ce que ses ennemis ont toujours dit, il était également dans la résistance, quand même, contrairement à tout. Un peu tardivement. Un peu tardivement. Moins vite que le général. J'ai une petite question. Mais quand même. Beaucoup moins vite, quand même. Au journaliste Laurent Geoffrin sur Alain Minc, que vous connaissez bien, oui. Il est de gauche ou il est de droite? Après un parcours comme ça, avoir conseillé autant de présidents. Ça dépend. Pour moi, il n'est pas de gauche, parce que je suis un vieux socialiste, moi je suis un vieux social-démocrate, mais il n'est pas non plus vraiment de droite. Il est entre les deux. Hein. Allez, vous aurez le mot de la fin. Droit de réponse. Non, mais je suis couvert par ce qu'a dit Laurent, donc je m'en tiens là. Merci à tous les deux. On va à présent rejoindre, et je vous promets de vous libérer parce que je vais promis que vous serez à l'heure, on va rejoindre Camille Saferis pour son rendez-vous du jeudi. Bonsoir Camille, avec qui vous avez pris un verre ce soir? Qui, parmi les parlementaires, vous nous faites découvrir? Bonsoir Myriam, ce soir j'ai bu un verre avec Sabine Tillier. Elle est députée En Marche d'Indre-et-Loire. Je l'ai rencontrée au Café Néon à Paris dans le 18e. Alors Sabine Tillier, c'est une franco-allemande, une europhile convaincue. Et le fait d'être binationale, eh bien évidemment, c'est un plus naturlich. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est ses lunettes. Très branchées, très fashion, avec une seule branche rouge. Elles sont vendues à Tours par un petit opticien de quartier. Alors vous allez me dire pourquoi je vous parle de ces lunettes? Eh bien, c'est peut-être moins innocent que vous le pensez. On regarde la construction européenne, par exemple, avec nos lunettes françaises, les Allemands avec leurs lunettes allemandes, les Italiens avec leurs lunettes italiennes. C'est pour ça que c'est important les lunettes chez vous. Parce que, bah voilà, et de temps en temps, il faudrait enlever nos lunettes et chausser ceux de l'autre pour voir qu'est-ce que ça donne comme regard. Oui, mais si l'autre est myope et que vous êtes astigmate. Ah bah oui, mais comme ça, on voit ce que ça donne être myope ou astigmate. C'est ça, en même temps. Et qu'on aurait besoin peut-être, on a d'autres besoins et on ne peut pas niveler, voilà. Alors, donc, pour Sabine Tillier, les lunettes, c'est important, mais aussi le fait d'être binational, donc bilingue. Parce qu'en politique, ça peut aussi être une richesse, ça oblige à penser de plusieurs manières à la fois. Chaque langue a sa logique. L'allemand, par exemple, le verbe à la fin, ça vous oblige à davantage d'écoute de l'autre, parce qu'il faut que, pour bien comprendre ce qu'il veut dire, il faut écouter. Le français a parfois tendance, au bout du troisième mot, de vous interrompre, parce qu'il sait déjà ce que vous voulez dire, même si vous voulez éventuellement dire autre chose, vous voyez. Donc la rhétorique est très différente. Donc la langue conditionne une certaine logique et une certaine manière de penser. Avoir plusieurs logiques, c'est quand même aussi plus de chances de trouver une solution. Alors, sous ces dehors très urbains, eh bien, Sabine Tillier est aussi une rurale à sa façon. Et quand elle rentre chez elle, eh bien, c'est une autre femme qui aime aussi le quotidien et sa rusticité. Car elle a un jardin. Mais oui. Quand je suis chez moi, j'adore jardiner. Je vais m'occuper de mes poules. Et Vous avez des poules? J'ai des poules. C'est pas vrai. Combien de poules? 4 maintenant. 4 poules. Elles s'appellent comment? Elles n'ont pas de nom. C'est des poules enfin des rousses, des poules pondeuses. Hein. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger à vos poules? Les restes, les épluchures, tout le reste de nos repas, etc. Ils adorent les croûtes de fromage, par exemple. D'accord. Vous mangez parce que vous mangez beaucoup de fromage, vous? Non, mais on dort du fromage. On aime le fromage, mais on n'en mange pas trop. Donc. Quand vous mangez les œufs de vos poules, est-ce que vous avez l'impression qu'ils n'ont pas le même goût parce que c'est vos poules? De toute façon, ils n'ont pas le même goût suivant ce qui est dans vos restes. Hein. Si vous avez plus de croûtes de fromage ou des restes de crevettes, par exemple, j'adore les crevettes, des choses comme ça, vous pouvez tout à fait retrouver un petit goût de quelque chose autre dans vos œufs. Alors, pour finir, comme je l'avais sous la main, j'ai demandé à Sabine Tillier de nous faire un petit spot de promo pour LCP à destination de nos spectateurs germanophones. LCP ist eigentlich ein wirklich super Sender, dass Sie so eine Sendung hier machen, wo man auch mal ein bisschen ins Private geht, finde ich ganz toll. Wir haben nicht nur Arte, wir haben halt auch LCP bei uns im Parlament. Danke. C'est la vraie traduction? Elle a parlé de vous, Camille Saferis? Oui, bien sûr, évidemment. Vielen Dank, Camille. Merci. Et à jeudi prochain pour une nouvelle chronique. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve en début de semaine prochaine, mardi prochain, très précisément. Très belle soirée sur LCP.